Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Y'a pas que la data. Et je suis Pierre Vanier, fondateur, CEO de la société Flint, qui est une ESN spécialisée tech, data et IA. Vous m'entendez beaucoup parler d'IA. Je suis accompagné toujours par mon acolyte habituel Thomas Memoun, Senior Data Scientist. Salut Thomas. Salut Pierre. Alors, il y a 15 jours, dans notre épisode Il y a de l'actu, on a partagé tout un tas de choses autour du vibe coding, de la full stack startup et du futur du dev. Et comme on aimait bien ça, je crois qu'on va retourner un petit peu dans la marmite, puisque aujourd'hui, on retrouve dans ce nouvel épisode de Y'a pas que la data, quelqu'un qui va vous donner mal à la tête. Non, il ne va pas vous donner mal à la tête, mais en tout cas, il va vous donner du jus de cerveau. Manuel Odendal. Salut Manuel. Salut, ça va Pierre et Thomas? Carrément. Écoute, je vais refaire un peu le contexte. Moi, j'ai rencontré Manuel il y a 1 an à l'AI Engineer World Fair à San Francisco. Alors en fait, on s'est revus ensuite à New York où on a un petit peu plus discuté, échangé. Manuel est un software engineer, AI engineer très expérimenté qui a décidé quand ChatGPT est arrivé finalement de presque coder exclusivement avec des LLM, mais de pousser le système très 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 loin. Et on a bien accroché ensemble. Il est speaker puisqu'il a speaké à ses conférences. Il est contributeur avec plus de 6000 contributions sur GitHub. Et puis d'ailleurs, en fait... Hein Par an. Par an. Et on a d'ailleurs lancé des workshops IA ensemble pour pouvoir accompagner les entreprises, les équipes tech. Donc c'est Manuel qui assure ces workshops pour pouvoir faire autre chose que du vibe coding et que ça se transforme pas que le vibe coding des entreprises se transforme pas en hell debugging et en enfer sur terre et mettre les bonnes pratiques, l'ingénierie au cœur du développement avec renforcer à l'IA. Et voilà, j'ai une grosse introduction. Je suis très content d'avoir Manu parce que à chaque fois qu'on échange ensemble, on n'arrête pas et on ne s'arrête plus et on refait le monde et on refait la tech. Et je suis content que Thomas le rencontre aussi et puis de vous le faire rencontrer à tous et à toutes. Manuel, par où commencer? Tu étais un peu moins que moi, mais j'ai l'impression que tu es tombé dans l'informatique presque encore plus tôt. Je vois tes étagères avec des trucs qui clignotent. Tu m'as montré un jour tes bouquins. Là, tu as une bibliothèque, tu as un nombre de bouquins sur un nombre de sujets complètement hallucinant. D'où tu viens? Comment ça t'est arrivé tout ça? Bonne question. Je sais que quand j'avais 5-6 ans, je marchais avec ma grand-mère et puis il y avait un bouton, tu vois, sur le mur sur lequel j'ai appuyé, puis ça devait être un système d'alarme, enfin ça devait être un système d'appel d'opérateurs dans les années 80. Et du coup, ce jour-là, j'ai décidé que ce que je veux faire toute ma vie, c'est appuyer sur des boutons. Je rigole pas. Et puis du coup, après, l'informatique elle-même, dans les années 80, il y avait tout le mouvement en France, Minitel, informatisation des classes. Donc, on avait une classe avec plein de MO5 dans le petit village où j'habitais. Et du coup, là, c'était les premières étapes de programmation avec Logo. Et ça a continué après, en fait. Ça remonte, hein. Ça remonte, ouais. J'en ai acheté un de MO5, justement, avec un lecteur de cassette. Je me suis dit, ça va être rigolo 5 minutes. Ouais, je sais que tu as tout un tas de bestiaires. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Manuel, il est installé... tu vis à Boston, toi, depuis une bonne dizaine d'années, en fait. Ouais, Providence, Rhode Island maintenant, mais qui est à 1 heure de Boston. Ok. Et l'idée, c'est de parler un peu, parce que toi, ça fait déjà 2 ou 3 fois que tu as fait l'AI Engineer World Fair à San Francisco, et puis ensuite aussi celle de New York, auquel on a participé en février. Il faisait d'ailleurs moins 1000 à peu près. Pour savoir un peu ton ressenti, parce que maintenant, ça fait fin 2022, tu as vu les IA et ChatGPT arriver, et c'est toi qui m'as dit, c'est là que j'ai décidé de me dire, waouh, c'est tellement incroyable, je vais coder plus qu'avec ça en fait. Oui, il y avait Copilot avant, enfin Codex, qui était en alpha, je pense, un an avant, enfin, dans ces eaux-là, qui déjà était vraiment génial.
Et par contre, effectivement, les GPT, tout ce qui est NLP, j'avais une petite phase machine learning de genre de 2015 à 2017, hein, surtout dans la vision. Donc, j'avais un peu loupé GPT à l'époque, hein. Mais du coup, ouais, quand ChatGPT est sorti, je me suis rendu compte, surtout avec le réinforcement pour lancer des commandes, que pour coder, c'était vraiment un, un- un truc passionnant, en fait. Alors que vraiment, c'était assez limité à l'époque, hein. Il y avait 4000 tokens en entrée, 2000 tokens en sortie. C'était vraiment un monde très, très différent de celui dans lequel on vit maintenant. On s'en rappelle Et, pas, hein. euh, Mais mais c'est. j'essaye périodiquement, en fait, d'essayer de retourner à ces étapes de base. C'est un peu comme programmer en assembleur. Donc, c'est assez intéressant, en fait, hein. Avec les vieux modèles, enfin les vieux modèles, avec Avec, les. pas forcément les vieux modèles, mais avec les context windows très, 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 très courtes, hein. Parce qu'en fait, D'accord. il faut faire rentrer ton problème dans 4000 tokens, en fait. Et Ouais. Ouais. c'est un exercice assez intéressant. On passe direct dans le, dans le touffu, là. Non, mais oui, Euh, ça ressemble vachement à l'assembleur parce qu'en fait, finalement, t'as des registres, tu as des contraintes super fortes et il faut que tu tiennes. Mais comment ça t'est arrivé de te dire, mais finalement, je vais arrêter de coder et je vais parler, je vais prompter en fait aujourd'hui? Parce que mais j'ai finalement, jamais. aujourd'hui, tu promptes beaucoup plus que tu codes. Oui, je fais quasiment que prompter. Mais dans ma tête, c'est toujours la pensée ingénieur, en fait. Donc, je me suis pas dit, je vais arrêter de coder. Je me suis dit, ben, tout ce que je fais en tant que programmeur, je vais essayer de le faire avec un LLM. Donc, non seulement la programmation, le code lui-même, mais tout ce qui est communication, tout ce qui est README, tout ce qui est ce genre de choses adjacentes. Et donc même ces jours-ci où non seulement je fais quasiment que prompter, mais je commence à vraiment plus regarder sur le code qui sort. Ce qui est assez intéressant, c'est vraiment très très nouveau au niveau de ce qu'on peut faire. Je pense le dernier mois en fait, où vraiment on peut lancer des agents, leur demander de créer un logiciel et puis en fait le logiciel il marche sans que j'ai vraiment regardé comment c'est implémenté, comment ça fonctionne à l'intérieur. Ce qui, moi, me gêne pas trop, hein. Si ça marche, si ça marche, ça marche. C'est, C'est mais ça le vibe coding. c'est intéressant vu que c'est un terme assez hype. Tout le monde a sa propre petite définition. Moi, je pense que c'est un concept très très intéressant à poursuivre. Le concept d'écrire, enfin de générer du code sans vraiment regarder ce qu'il fait, mais plutôt de travailler dans un espace fonctionnel, dans un espace d'intention, en fait, où tu fais quasiment que prompter ce que tu veux qu'il se passe, au lieu de passer dans le mode technique et de réfléchir à l'architecture, de réfléchir à des trucs de base. Et je pense que c'est une modalité qui est assez nouvelle en programmation, c'est que c'est un peu jammer avec le programme. Et en fait, avant, on pouvait pas jammer avec la programmation parce que ça te prend le côté gauche de la tête. Enfin, comment je sais pas exactement, mais le côté logique te fait directement passer dans un mode qui n'est pas très créatif en fait. Mhm. Enfin, et donc tout ce qu'on faisait, enfin pour moi en tout cas, c'était être au whiteboard, enfin être au tableau et puis dessiner les petits diagrammes, faire des expériments enfin des expériences comme ça. Mais alors que maintenant en fait, on peut générer du code qui c'est du vrai code, hein. Donc tu peux vraiment interagir avec le logiciel en tant que tel. Et à la fin, par contre, tu décides, bon, ben, on garde pas, on en a quatre, qu'est-ce qu'on fait? On mélange les quatre. Donc, je pense que le vibe coding, justement, c'est un concept très, très intéressant, surtout pour les programmeurs expérimentés, en fait. Mhm. Les nouveaux programmeurs commencent un peu dans ce mode-là, en fait, où ils se disent, ah ouais, je vais avoir un logiciel pour faire X, Y, Z, alors que en tant que programmeur avancé, on est tellement dans l'architecture, on est tellement dans le code, on est tellement dans nos expériences passées que, en fait, c'est dur à reconnaître, à reconnecter, en fait, ce mode plus intentionnel. Vous vous êtes retrouvés, Pierre et toi, à plusieurs reprises aux États-Unis lors de conférences, dont c'est le AI Engineer World Fair. Je trouvais que c'était un excellent point de départ pour débuter la conversation après le vibe coding. Tout d'abord, j'ai cru comprendre, Manuel, que tu avais fait des présentations à plusieurs reprises lors de ces événements. Est-ce que tu peux nous citer lesquelles et quelles étaient les idées principales?
Alors, j'ai été à 2 World Fair, donc l'année dernière et cette année. L'année dernière, j'ai fait un workshop qui était les LLM pour le programmeur pragmatique, enfin le programmeur qui a un travail de programmeur, pas un programmeur qui travaille dans l'IA en fait. Donc, c'était un truc assez fondamental qui commence avec les bases du LLM et qui continue, qui continue avec pas mal de techniques de programmation. Et puis à la fin, ça devient un peu plus ésotérique, c'est pas vraiment le mot, mais c'est les côtés un peu plus bizarres du LLM. Et cette année, j'ai fait un truc beaucoup plus court qui est, enfin, le workshop, c'était un workshop en fait, donc les gens participaient. Cette année, c'était un talk sur, sur MCP, le tool calling des LLM, et que en fait, c'était un truc qui, à mon avis, nous bloque, hein, enfin, nous restreint en fait ce qu'on peut faire avec les LLM en tant que concept. Euh, et que maintenant que vraiment ça commence à prendre racine, tout ce qui est LLM coding avec le monde de programmation en général, je trouve ça un peu triste que directement on se focalise sur Contraigne. certaines techniques de base. Ouais, voilà, on se contraint en fait, alors que c'est vraiment la création d'un nouveau mode de calcul, hein. Et quand on regarde justement dans l'histoire, quand les premières machines sont apparues dans les années 40 pour les motifs militaires, hein, il a fallu 5, 6, 7, 8 ans, et puis surtout quelqu'un comme John Feynman pour formaliser un peu plus ce qu'est programmer avec une machine, en fait. Et à mon avis, on est un peu dans cette même époque-là. Et je pense qu'il faut beaucoup plus considérer le framework théorique autour pour voir ce qu'on peut vraiment faire avec ces machines, au lieu de directement se lancer et puis dire ah oui, c'est un agent, ça fonctionne comme un robot, ça fait A, B, C, 3. Enfin, je pourrais expliquer un peu plus, je pense, au cours de la conversation, ce que je voulais Mais faire c'est passer. rigolo Mais- puisque du coup la présentation que tu fais l'année dernière, elle est vraiment elle est plus dans un objectif d'évangéliser les LLM, l'intelligence artificielle pour aider les software développeurs, c'est ça? Ouais, je sais pas si évangéliser, c'est Un le peu mot, fort? parce que Pardon. euh, bah, enfin oui, moi je trouve ça génial. En gros, considère ça un peu plus comme plus pragmatiquement, en fait, ce qui se passe, c'est que la profession de programmeur, à mon avis, non seulement elle change dramatiquement, mais elle est peut-être vraiment en train de disparaître, hein, et de donner les outils aux gens qui vraiment ont une identité de programmeur, une carrière de programmeur pour pouvoir aborder ces changements-là. Parce que c'est pas évident en fait. Et est-ce que tu viens faire cette présentation puisque je ne sais pas si on arrive à se rappeler encore il y a un an, il y avait quand même pas mal de levées de boucliers sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je parle même pas du vibe coding pour le moment, mais vraiment l'utilisation de l'IA pour aller faire du software, pour aller améliorer son code. Euh, Est-ce que c'était dans ce but-là que tu venais faire cette présentation, dire non, il faut vraiment l'ajouter dans sa liste de compétences, dans sa liste de tools, de savoir utiliser l'IA? Ouais, dans une grande mesure. Enfin, c'était réactif parce que sur les réseaux sociaux sur lesquels j'étais, il y avait vraiment que de l'anti-IA pour la programmation. Ça marche pas, ça marche. Et du coup, moi, ça faisait 2 ans déjà que je l'utilisais de manière très très productive. Et effectivement, justement, montrer tous ces côtés qui marchent en fait, hein, d'expliquer aussi la technique derrière, parce que souvent, ce qui se passe, en fait, c'est qu'un programmeur va essayer, il va aller sur ChatGPT en la version gratuite même, hein, avec un modèle qui, à l'époque, GPT 4o, ça existait il y a un an, mais souvent les gens allaient vers GPT 3.5 qui vraiment était assez problématique. Et essayer un truc de code, il y avait un peu n'importe quoi qui sortait parce qu'il demandait des questions très très précises en fait. Et souvent aussi avec le but de faire trébucher le modèle. Et il disait ah bah ça marche pas, ça n'a pas fait exactement ce que je voulais. Et puis directement passer au côté bah écoute ça marche pas. Euh, et j'ai mis pas mal de temps à essayer de comprendre pourquoi il y avait ça. Effectivement, je pense que c'est énormément aussi dans le framing politique, dans le comment ces technologies ont été créées, comment on en parle, hein, et cette peur de justement une machine qui va remplacer l'homme, qui est vraiment un truc tu peux le tracer jusque chez les Grecs. Enfin, et je pense que c'était ça
la combination de tous ces facteurs qui, en fait, toujours d'ailleurs, mènent à ce rejet de la technologie. Et moi, je voulais justement montrer que si vraiment tu apprécies la qualité du software, c'est vraiment un outil fantastique pour améliorer le software, en fait, au lieu de remplacer les programmeurs. Le truc qui se passe cette année, justement, qui moi aussi me travaille, me bouleverse un peu, c'est qu'en fait, tu peux faire du très très bon software sans être programmeur de plus en plus, en fait. Oui. Ce qui est très très intéressant de voir justement que pour créer du bon software, en fait, il faut se libérer un peu de cet esprit de je sais ce que je fais, je contrôle la machine, hein. Ce qui n'a jamais été le cas d'ailleurs, hein, mais C'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour toi? pour moi, c'est une bonne chose. Je pense que c'est une mauvaise chose pour le boulot de programmeur. Je pense que c'est une très très bonne chose parce qu'au final, l'intérêt d'avoir un ordinateur, l'intérêt d'avoir quelque chose qui calcule, hein, c'est justement que ça t'aide ça t'aide dans les tâches où tu veux déléguer un certain nombre de calculs. Donc ça, c'est pour la population au niveau large. Et en fait, il n'y avait que les programmeurs qui, très péniblement, pouvaient créer leurs propres outils. Mais même à ce niveau-là, en fait, peu de programmeurs vraiment créent plus que 2-3 outils qu'ils utilisent personnellement. Alors que vraiment, en fait, il n'y a pas besoin de conceptualiser le software. En fait, tu veux prendre ton téléphone, tu veux prendre ton ordinateur et dire, bon, bah, je veux faire ça maintenant. Et on se rapproche de plus en plus que tu puisses créer un système pour ranger tes livres avec ton ordi sans avoir à chercher 3000 logiciels, à payer pour un logiciel qui marche pas tout à fait ou à utiliser Excel pour le faire. Enfin, donc, pour moi, c'est très, très positif. En fait, c'est vraiment un moyen d'utiliser les capacités de calcul qu'on a au niveau personnel. Je vais prendre une analogie, mais est-ce que le programmeur, c'est pas l'allumeur et l'éteigneur de réverbère au moment où l'électricité arrive, en fait? Ou est-ce que finalement toute la population, grâce aux IA ou LLM, n'ont pas trouvé la pierre de Rosette qui permet juste de se passer de cette expertise-là? Parce que finalement, toi tu me disais, j'écris presque plus de code, je prompte. En fait, tu déplaces ton expertise d'ailleurs, en fait, où c'était quelque chose de très procédural et je dicte à la machine comment faire, étape par étape, séquentiellement, etc. C'était ça le software engineering, alors qu'en fait, là, tu parlais d'intent, donc d'intention. Donc, tu es plus dans de la communication de « j'ai l'intention de faire ça, voilà où j'en suis, voilà vers où je veux aller ». Et finalement, dans une orchestration ou guider un peu le LLM, alors par tes compétences techniques et ton historique et ton expertise, mais maintenant, à la place de coder, ça se remplace par prompter, finalement, dire, expliquer. Alors, tu me diras aussi, hein, mais il y a des façons de faire bien et de moins bien faire. D'encadrer les LLM, d'éviter les hallucinations, d'éviter qu'ils fassent n'importe quoi, etc. Donc, il y a aussi tout un tas de garde-fous aussi à mettre. Ouais. Alors, pour revenir au niveau du métier, moi, à mon avis, c'est pas l'allumeur de réverbère, c'est plutôt le plombier ou c'est comment on dit la personne qui répare tes chaussures? Cordonnier. Le cordonnier. Où, en fait, il faut toujours un peu d'expertise ou alors le pâtissier, genre je sais comment faire un croissant, mais tu vois, le dimanche matin, je vais pas allumer mon four et me faire des croissants. Donc, à mon avis, ça va être un peu pareil pour le logiciel, c'est-à-dire qu'en tant qu'individu qui n'est pas programmeur, tu vas pouvoir arriver assez loin. Tu vas peut-être pouvoir passer ton samedi après-midi à créer un logiciel plus ou moins bien, mais peut-être qu'il ne marche pas entièrement. Parce qu'effectivement, il y a quand même des contraintes techniques qui sont assez compliquées, surtout dès que tu connectes à Internet. Ouais. Et donc, du coup, tu peux prendre ton logiciel, passer chez ton cordonnier software engineer du coin et puis lui dire, écoute, tu peux me finir ça, tu peux Maintenant, me remplacer. j'aimerais faire des kilomètres avec ce logiciel. Donc, il faut changer les semelles, il faut le mettre d'aplomb et il faut qu'il soit prêt pour passer à l'échelle, pour être connecté avec Internet ou un autre système d'information, pour avoir un minimum de sécurité aussi, etc. etc. Ouais, ce genre de choses. Donc,
tu vois, vraiment avec un LLM, surtout si tu as l'expérience, tu peux réparer ce genre de logiciel assez souvent en 1 heure, 2 heures. Et donc, tu peux dire, bah, écoute, passe lundi, tu l'auras. Mais il y a aussi le fait que, tu vois, même si je m'applique beaucoup, je pourrais sans doute faire une chaussure qui marche plus ou moins, tu vois, avec des bouts de caoutchouc. Mais du coup, ça vaut le coup aussi d'aller chez quelqu'un qui passe sa vie à designer des chaussures, qui est vraiment au courant des dernières techniques, au courant des derniers patterns. Et donc d'avoir cette gamme de comment De on dit ça, savoir-faire, finalement. de savoir-faire, voilà. Et puis aussi de spécialisation. Donc ça va toujours exister, à mon avis. Mais, euh, mais c'est vraiment très, très différent du rôle du programmeur en ce moment, quoi. C'est que tu te retrouves justement. Et c'est Je pense que super c'est, déstabilisant. je pense que c'est très, très déstabilisant, surtout pour beaucoup de programmeurs qui n'ont pas de contact avec le produit, en fait, qui n'ont pas le contact humain avec le client. Et les structures qui font qu'on puisse créer du logiciel de qualité, donc avec une équipe, avec 2 équipes, avec une boîte entière, sont directement contraires en fait au contact humain direct avec le programmeur. Donc, à mon avis, ça va être très très intéressant de voir, surtout avec la nouvelle génération justement. Donc, j'ai vraiment aucune idée de comment la nouvelle génération de programmeurs comment on dit le féminin en français? Programmeuse, développeur, Programmeuse, développeuse. ouais. Ouais. Euh, de, euh, de voir comment ils vont pouvoir appréhender les concepts plus fondamentaux qui vraiment font vraiment une différence énorme. Donc, pour moi, c'est facile parce que je les ai fait à la main pendant 30 ans. C'est vraiment intégral à ce que je fais. Mais si maintenant tu peux créer tellement de logiciels sans avoir à le faire à la main, tu vois, comment est-ce que tu vas pouvoir apprendre les concepts plus fondamentaux? Je ne sais pas, parce que d'un côté, c'est Ouais. vraiment On en revient à cette question des juniors, en fait, et de leur entrée sur ce marché. Parce que avant d'être cordonnier expert, il faut bien passer par des petites tâches. En fait, il faut apprendre le métier. Mais le problème, c'est que ce qui si est- le métier il change dramatiquement et drastiquement, et à la place de coder, tu promptes, on parle de quel métier finalement? Oui, on est en train d'inventer un nouveau métier et je n'ai. C'est tout à fait possible qu'en fait, au niveau connaissances fondamentales, il n'y ait que très très peu de personnes qui ont besoin de connaître ça. Tu vois, un peu comme les gens qui savent comment construire un OS ou comment construire un L'alchimiste, compilateur. en fait, avec son Ouais. grimoire, tu sais, tu en auras 10 personnes qui connaîtront la matrice et comment sont codés les ordinateurs, et après, tous les gens, ils feront que des prompts. C'est tout à fait possible, hein, parce que c'est le même genre tu as des fondus de la programmation qui vont vraiment approfondir, vraiment ouvrir leur grimoire et faire de l'assembleur toujours, hein, de ces jours-ci aussi, mais un monde immense de gens qui font de la programmation par d'autres moyens, qui sont aussi très, 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 très capables, hein. Et à mon avis, ça va être, en fait, ça va être dur pour les seniors software engineers. Donc, en ce moment, ils ont encore un peu l'avantage parce que c'est les premières années où on utilise ces outils et ils font vraiment un seul impact quand tu connais bien. Ils Mais ont déjà, encore un ça, peu ça change d'avance, en en fait. fait, dans la course. Ouais. Mais déjà, ça change en fait. C'est que maintenant, avec les bons outils qui commencent à exister, en tant que non-programmeur, tu peux vraiment faire des trucs assez fantastiques, hein. Et à mon avis, quand les juniors vont arriver avec leurs 15 agents qui tournent dans 30 000 fenêtres, là, les seniors, c'est fini en fait. Parce que je me rends compte, quand j'étais un ado, et c'était l'époque, les premiers Linux, enfin le premier où tu pouvais faire tourner des logiciels conséquents sur ta bécane chez toi. Euh, Mon approche à la programmation, c'était un peu, j'essaye jusqu'à ce que ça marche, tu vois. Et les anciens programmeurs, quand je suis arrivé à la fac, justement, c'était surtout. Certains avaient déjà commencé sur les cartes perforées, qui disaient justement oui, il faut être très, très méthodique avec la programmation, il faut faire un plan sur papier, il faut faire machin mille chouette, hein. Et puis moi, j'étais, ben non. Enfin, ça a certainement son rôle, hein, ça a certainement sa place, et puis c'est surtout ce que je fais ces jours-ci, c'est écrire sur papier, mais cette technique d'essayer jusqu'à ce que ça marche, en fait, maintenant on appelle ça le CI/CD, on appelle ça le Green Blue Deployment, en fait, enfin plein de techniques comme ça qui effectivement sont tout à fait valides et surtout avec notre vitesse de computation, enfin notre vitesse de calcul,
sont ça n'avait pas de sens sur une machine comme celle que vous voyez derrière là, mais avec 64 kilooctets de RAM, hein. Mais sur une machine qui a effectivement 64 CPU, il n'y a aucun problème, hein, à compiler des trucs, hein, au jour le jour, quoi. Après, c'est Et une époque que j'ai pas spécialement connue, par exemple, mais le fait de passer à Internet, quand on peut accéder à Internet librement vers les années 2000, disons, ça a dû profondément changer la méthode de coding aussi. Puisque à l'époque, tu devais avoir des livres, ton logiciel, tu devais le mettre sur un CD limite, ou ce genre de choses. Fondamentalement, ça change tout. Aujourd'hui, avant l'IA, tu avais Stack Overflow, tu pouvais accéder à plein de ressources, des partages de compétences, de savoir, non? J'ouvre peut-être ouais, une brèche là, hein. Désolé. Ça n'a pas changé. Je ne ça crois n'a pas pas que ça ait changé. changé grand-chose, en fait. Ok. L'arrivée d'Internet a pas changé grand-chose dans le mode dans le métier de software développeur, de programmeur à l'époque. Ça a beaucoup accéléré de choses parce que les gens pouvaient se transférer des choses beaucoup plus facilement au lieu de par des disquettes ou des CD, par des réseaux, par FTP, etc. Mais, et aussi, ça a augmenté la collaboration entre les gens de manière distante, avec les repos, avec etc. etc. Mais c'est ça, il Ouais, et faut puis savoir. c'était beaucoup plus lent aussi parce que de l'arrivée de Internet jusqu'à Stack Overflow ou GitHub, c'était 15 ans, 10, 15 ans, 20 20 ans, ans, ouais, ouais. ouais, bien sûr. Mais je pense que ce que disait Pierre, c'était déjà possible de faire énormément de cette collaboration de logiciels, mais c'était à un niveau très très local, hein. Ouais, En c'était fait, souvent donc les universités ou Ok. les réseaux, ouais, les réseaux des facs ou de la défense ou des scientifiques, quoi. ouais, il y avait ça. Et puis, à mon avis, le vrai changement qui a été introduit par Internet, justement, enfin, qui était rendu possible par Internet, c'est ce qui s'est passé après 20 ans. Moi, je mettrais ça vers 2008, genre l'arrivée de GitHub, l'arrivée de Node.js, vraiment cette professionnalisation du développement web, qu'on a vu avec NPM, justement, de vraiment faire un gros boost au niveau tooling, au niveau packaging, qui existait déjà un peu avec Perl, avec Java, mais qui n'avait vraiment pas le côté communauté gigantesque qui a commencé avec NPM, avec Stack Overflow, avec tous ces échanges-là. Ça, à mon avis, ça a été un vrai tournant dans la façon dont on crée du logiciel, hein. L'arrivée du cloud aussi, qui permettait à tout le monde de lancer, justement, du CI/CD au lieu d'avoir Franck qui s'occupe du serveur, dans son placard, hein. Ce qui était vraiment le cas en fait avant, hein. C'est Et, une personne, Franck, ou c'était un logiciel? c'était une personne. Ok, ok, ok. Non, non, je voulais dire justement, il n'y avait pas de moyen de vraiment hoster des trucs Non, mais c'est en fait, vrai, moi j'ai connu des gens qui hébergeaient leur serveur chez eux, hein. Oui, oui, mais Ça existait, t'as dû en avoir, toi, j'imagine, quoi. j'étais très dans la communauté OpenBSD, dans la FreeBSD, et puis oui, il y avait vraiment des gens qui avaient une salle entière avec toutes les architectures, qui s'occupaient de ce que la Spark, elle tourne ce week-end pour faire la nouvelle release. Enfin, c'était vraiment très, 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 très à Artisanal. la main, enfin, ouais. Ouais. Euh, et, euh, et je pense que une des facettes avec le vibe coding, enfin avec le coding avec LLM, c'est que c'est tellement rapide, hein, que en fait, ça passe à une étape au-dessus, en fait. C'est peut-être que le changement en lui-même va être aussi important enfin plus important à mon avis, mais même si on considère ça comme un changement de ce qui s'est passé de genre 2001 à 2011, mais c'est dans l'espace de 6 mois, en fait, déjà, qu'il y a une Et, toute nouvelle communauté de programmeurs qui existe maintenant, déjà. et je voulais parler d'un sujet qui est arrivé il y a aussi 9 mois, c'est les MCP. Donc, ton deuxième sujet, ça a été les MCP. Par rapport à ça, tu as des fortes convictions, c'est ça? Puisque pour rappel, Euh, il y a un an, donc il y a un an, vous étiez à la conférence de AI Engineering aussi, à San Francisco. Les MCP, ça n'existait pas. On parlait un petit peu des agents, un petit peu. Ouais, c'est vraiment sorti quand on est allé à New York en février. Enfin, vraiment sorti. C'était sorti depuis novembre C'est ça, 2024, 4. mais c'est vraiment en février que, avec le workshop d'Anthropic, auquel on avait d'ailleurs participé, Manuel et moi. Et c'est vrai qu'après, je pense qu'il y a eu une période de gros intérêt sur les MCP. Et puis, je crois qu'après, en fait, Manuel a décidé de déconstruire un peu le concept. c'est- en fait, non, je pense qu'il y a deux choses qui sont sous le nom MCP, en fait, hein. Donc, une des techniques, c'est le
le tool calling des LLM, c'est-à-dire que les LLM sont entraînés à utiliser des outils qui sont des appels de fonctions avec une certaine syntaxe spéciale qui est utilisée au niveau de l'entraînement, donc avec des tokens spéciaux qui ne sont pas accessibles normalement. Parce qu'au final, tout est des tokens de toute façon. Hein. Le tool calling, ça n'existe pas. Le code, ça n'existe pas. C'est vraiment que des tokens au niveau du LLM. Hein. Mais je pense que le gros hype, hein, mais qui à mon avis est très fondé, c'est que en fait, c'est la première fois qu'il y a une vraie communauté, un échange de communauté autour du coding avec LLM, hein, un peu comme quand NPM est apparu en fait. C'est que en fait c'est du packaging pour LLM, pour workflow LLM qui est apparu. Et donc ça a vraiment explosé quand les gens se sont rendus compte, ah ouais, c'est super chouette d'avoir GitHub, c'est super chouette d'avoir Dropbox, c'est super chouette d'avoir mon propre logiciel dans mon interface de programmation. Mais le talk que j'ai fait, c'est plus sur le côté technique, en fait. Et puis, c'était aussi un peu provocateur parce que j'aime bien ça. Mais c'est qu'au niveau LLM, hein, vu que la plupart des training corpus, je ne sais pas comment on dit en français, qui sont Des données utilisés, d'entraînement. les données d'entraînement qui sont utilisées pour entraîner le tool calling, donc cette syntaxe spéciale, souvent, c'est des données d'entraînement qui sont synthétiques, donc qui ont été générées par d'autres modèles pour dire, ah oui, pour faire tel problème, il faut que j'appelle tel outil, il faut que j'appelle ça. Dès que tu mets le token d'appel de fonction, le reste de ton LLM se dégrade automatiquement. Tu peux t'en rendre compte, tu peux lui donner une personnalité. Dès que tu rajoutes un tool call, la personnalité disparaît en fait. Ah oui. Et, et donc, donc, à mon avis, ça c'est déjà un truc très problématique dans le genre où qu'est-ce qu'on est en train de vraiment faire avec ces appels d'outils? Qu'est-ce qu'on est en train de perdre? Pourquoi est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on gagne? Et au niveau technique, les MCP en fait sont très onéreux. C'est-à-dire que quand tu fais un tool calling, ça commence à changer un petit peu. Des tokens en input-output, hein. C'est très verbeux en fait. Ben, c'est non seulement très verbeux, mais c'est que si tu imagines que tu as au niveau de la contexte window, tu as un grand document par exemple, et puis tu dis, fais des recherches sur ce qu'il y a dans ce document, et puis il va faire 5 recherches web. Et les gens font un outil qui fait recherche web avec une seule URL, donc il faut l'appeler 5 fois par exemple. En fait, tu vas l'appeler, tu vas faire une grosse inférence avec ton document entier, tu vas recevoir la réponse, tu vas rajouter la réponse, tu vas refaire une inférence pour le prochain appel, donc tu peux très vite utiliser 200 000 tokens pour faire 5 recherches web. Alors qu'en fait, ce que les LLM savent très bien faire, parce qu'il y a toute une seconde partie des données d'entraînement qui sont vraiment focusées sur le code. Donc, qui sont un mélange de code écrit à la main par des humains, mais qui est aussi un mélange de code synthétique. Mais le LLM arrive beaucoup mieux à séparer ce qui est code de ce qui est langage humain dans ses réponses. Et en fait, si tu réfléchis, si tu as les 3 guillemets ou si tu as le token XML que différents modèles utilisent pour séparer le code, c'est exactement la même chose que de l'appel de fonction. En fait, c'est un token spécial. Et quand on se rend compte que si on donne genre 40 outils à un LLM, très vite, il se mélange les pinceaux. Ouais. Parce qu'il va y avoir un LLM qui s'appelle Search Code et puis un autre qui s'appelle Search Web. Et puis tu lui dis, trouve-moi du code sur Internet. Je ne sais pas trop lequel il va utiliser. Ouais, alors qu'en fait, quand tu écris du code, le LLM, il connaît des milliers d'API, il connaît des milliers de langages de programmation et il se mélange très peu les pinceaux. Donc, mon concept, c'est en fait, on n'a pas besoin de tool calling. Écoute, demande juste au LLM d'écrire du code et puis après, exécute-le en fait. Parce que le tool calling, c'est vraiment juste exécuter un langage de programmation très basique qui peut que appeler des fonctions et qui non seulement ne peut que appeler des fonctions, mais n'a même pas le concept de variable en fait. Donc, c'est vraiment très limitant. Alors que, par exemple, si je fais une recherche de trouve-moi l'email de OpenAI dans ma base de données CRM, si tu as un appel MCP qui s'appelle Get Company Info, tu vas te retrouver peut-être avec 5000 tokens qui racontent un peu tout ce qui se passe sur OpenAI, alors qu'en fait, tu n'es que intéressé à l'email et générer le code pour faire Select Email from Companies. Non seulement c'est moins de tokens dans l'appel de fonction lui-même, mais tu te retrouves avec 3 tokens en sortie et tu économises non seulement de l'argent, hein, mais c'est surtout au niveau vitesse aussi. Pendant laquelle tu es en train de programmer, ça fait vraiment une différence énorme
de devoir attendre 10 secondes avant de l'appel de fonction qui de toute façon ne va pas marcher et de te retrouver dans une boucle de LLM qui va durer 2 minutes avant que tu te rendes compte, non, en fait, il n'y a même pas d'email d'OpenAI, ça n'existe pas. Donc en fait, ton concept, ça serait juste d'avoir un seul point d'entrée, mais qu'en fait, après, tous les tools que tu pouvais avoir avec du MCP, que tu exposes avec un MCP serveur, en fait, du coup, tous ces tools-là, ils sont codés à la volée, à la demande. C'est un peu ça ? Donc, oui, donc c'est un concept qui a été un peu exploré avant quand même, parce qu'en fait, le concept, c'est juste, écoute, exécute le code que tu as écrit. Parce que ça me fait penser à tous ces vieux trucs qu'on entendait, là, les Java Procedure Call, RPC, SOAP et tout le reste, mais finalement, on réinvente toujours, en fait. Ça, c'est l'autre problème avec MCP, c'est que justement, ça réinvente pas mal de choses qui déjà existaient. Donc, tout ce qui est autour, les côtés compliqués, c'est évolution de schéma, ce qui est discovery. Donc, retrouver quels outils existent, quel namespace ils ont, qu'est-ce qui se passe s'il y a deux outils qui ont le même nom de fonction. Qu'est-ce qui se passe si une version d'une version à l'autre, ça change. Qu'est-ce qu'il y a comme validation. Donc, d'une certaine manière, c'est beaucoup moins important qu'avant parce que le LLM, de toute façon, ça l'intéresse peu. Tu vois, t'as pas besoin d'avoir une syntaxe correcte dans ton appel de fonction pour que le LLM puisse l'interpréter. Oui, bien sûr. Enfin, ça dépend de comment tu l'interprètes, mais justement, oui, tout ce qui est, c'est vraiment un RPC qui est recréé et on se rend compte en fait dans la nouvelle version qu'ils ont sortie en juin. Oui, ils ont sorti une nouvelle version. Ouais. Ils abandonnent pas mal de premiers concepts, ils en rajoutent d'autres. Directement, tout ce qui est sécurité a été rajouté, alors qu'en fait, c'est vraiment évident que la première version en aurait eu besoin. D'un autre côté, c'est un peu comme JSON, tu vois, comme JSON a été fondamentalement un des trucs qui a lancé cette explosion dans les années 2005 à 2010. C'était vraiment le passage de XML à JSON qui, à mon avis, est très, très problématique aussi, mais qui, en fait, a permis à la prochaine génération d'aborder le truc sans avoir besoin de 10 ans d'expérience pour comprendre pourquoi on a des spécifications de 500 pages. Mais si tu regardes l'écosystème maintenant, on a des spécifications de 500 pages pour faire du JSON. Et je pense que c'est là maintenant où je lis pas mal de livres des années 70, des années 60, des années 80 sur l'IA, en fait, les diagrammes de ces livres-là, tu peux les placer sur les slides MCP. De 2025. En fait, ouais, c'est voilà, ça. Ouais, on n'a vraiment rien réinventé. Mais d'ailleurs, avec ce protocole MCP, on a quand même l'impression que c'est pas forcément des super architectes et software ingénieurs qui ont pensé à ce protocole. C'est assez marrant parce qu'en fait, il était quand même vachement assez mal écrit, quoi, assez brouillon, j'ai trouvé en fait. Comme si c'était des spécialistes de l'IA qui avaient écrit un protocole de software ingénierie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comme s'ils avaient ils avaient un peu réinventé la roue, tu vois ce que je veux dire? Oui, je pense que c'est le fait que tellement d'ingénieurs software expérimentés rejettent ces technologies ou ne s'y sont pas intéressés parce que ça marchait mieux pour eux d'écrire du code à la main, ce qui est tout à fait le cas en fait. Par contre, donc tu as cette nouvelle génération qui arrive qui justement n'y connaît pas encore grand-chose. Enfin, je ne sais pas dit d'une manière de dénigration, c'est juste qu'il faut du temps pour y arriver. Mais ça laisse ce vide, en fait, en fait, ça recrée la roue. C'est un peu vraiment comme le JavaScript des années 2006, où tu avais une masse de programmeurs qui disaient ouais, le JavaScript, tu ne touches pas, il n'y a même pas de package, il n'y a rien du tout. Alors que pour les nouveaux arrivants, c'était super cool parce que tu ouvres ton browser et puis tu as un environnement de programmation direct qui justement a le vent en poupe vu que l'Internet, les réseaux sociaux, iPhone, tout ça a explosé à ce moment-là. Et d'une certaine façon, c'est pour ça aussi que je donne ces workshops, c'est pour dire, écoute, il y a vraiment une opportunité, un monde d'opportunités en ce moment de faire les choses un peu mieux que ce que vont faire justement des gens qui ont 22 ans, ou alors de justement de les aider à faire ce que eux ils veulent faire sans qu'ils passent 5 ans à recréer la roue et se rendre compte que ah oui, peut-être que l'authentication c'est un truc qu'on devrait rajouter. Et
Ouais, je sais pas si C'est t'as toujours le répondu à la même question. truc, un petit peu, c'est les anciens contre les nouveaux. Et en fait, quand on a une nouvelle technologie, tu peux avoir tendance à, au profit de cette nouvelle technologie, de la prendre en entier et de devenir un fanboy, mais de jeter tout ce qui a été fait avant. Ouais. Alors qu'en fait, ou de rester sur tes acquis et de jeter complètement en bloc l'innovation. Et en fait, ni l'une ni l'autre des démarches n'est dans le vrai. Il y a des très bonnes choses qui ont été faites par le passé, qui d'ailleurs en fait nous ont suivis pendant 50 ans, et c'est la preuve, c'est que ça marche. Mais il y aura des trucs à réinventer, ça c'est sûr, mais tout n'est pas à jeter. Et pareil, l'IA n'est pas l'élixir de jouvence qui va soigner tous tes maux demain matin avec n'importe quel prompt que tu vas lui balancer. Ça Ouais, nécessite de l'expertise, du temps d'apprentissage, etc., etc. ouais, il y a un côté très intéressant là, c'est que voilà, il y a un peu l'énergie punk au niveau LLM qu'il y avait aussi avec Linux. Hein. Linux, c'était un peu aussi le même C'est genre de Rick Rubin dialogue. qui a dit ça, hein, qui a dit que le vibe coding, c'était les nouveaux punks. Ah oui, tiens, il a dit ça, ouais. Mais ce qui est bizarre, en fait, à ce niveau-là et qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est que non, c'est pas du tout punk. Hein. C'est complètement. Il y a des milliards de dollars derrière. Il y a des grosses boîtes. Il y a tout un discours social autour de ça va remplacer les humains qui, à mon avis, est très très vrai. On a vu ça aux États-Unis justement avec les premiers essais de Musk dans l'administration où il disait on va tout réécrire avec l'IA des systèmes de COBOL des années 60 où tu te dis non, 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 non. Euh, mais et donc communiquer ça, pour moi, c'est très important aussi parce que le discours critique, en fait, des gens expérimentés ou des gens justement qui sont engagés au niveau social reste entièrement dans le cadrage promulgué par ces grosses sociétés qui créent le logiciel, qui en fait est vraiment, ça va remplacer les humains, ça va faire ça, ça va faire ça, ça va faire ci, alors qu'en fait, au final, c'est une technologie quand même. Donc bien qu'il y ait un encadrement social, enfin qu'il y ait un cadre social de comment a été créée cette technologie, comment est-elle utilisée, comment est-elle développée, c'est un discours dans lequel tu as tout à fait les moyens de participer, en fait, de changer le discours autour de ces technologies-là. Surtout qu'elles sont tellement faciles à aborder, en fait. C'est que un des trucs qui me frappe souvent, c'est que les gens qui ne sont pas programmeurs arrivent à mieux programmer avec l'IA que les programmeurs, en fait. Tu dis à un programmeur, écoute, crée-moi un système de recherche d'hôtel. Souvent, ils vont se mélanger les pinceaux, ils vont essayer de le faire avec une technologie qui ne marche pas très très bien, alors que la personne qui n'a pas d'expérience va aller sur Lovable et puis va faire en fait un site complet en quelques heures qui en jette et qui marche surtout, en fait. C'est-à-dire que les trucs qui marchent pas trop, bah ça marche pas trop, mais ça gêne pas tellement vu que tout a été créé au niveau de l'intention. Donc, en fait, c'est que pour l'intention donnée, bah, effectivement, le logiciel va marcher, alors que le programmeur, il va faire un truc, ah oui, il faut que ça utilise des endpoints Next.js avec une Ouais, base de données. t'es contraint dans ton modèle de pensée de software engineer pour lequel tu as Voilà. été formaté en fait, hein, complètement. Et donc, c'est vraiment une technologie qui est très, très malléable et qui permet à tout ce qui est organisation politique, enfin, ou organisation de travail. Mais du coup, parler de ce côté, de la technologie, parce que c'est aussi, ce qui est très, très intéressant, c'est que comparé à beaucoup de technologies d'automatisation qui existaient avant, c'est qu'elle est très, très, très abordable, en fait. Donc, même si avec des agences, ça te coûte 15 à 20 dollars par jour côté programmeur pour faire justement des trucs, en fait, c'est si tu as un MacBook ou si tu as déjà avec un MacBook, tu peux faire pas mal de choses en local, hein. Mais si tu utilises des modèles un peu plus anciens, donc ça veut juste dire que tu vois, tes techniques de programmation, elles sont 6 mois en arrière. C'est tout à fait en fait possible au niveau individuel ou petit groupe de programmeurs d'utiliser l'IA. Tu vois, alors la grosse boîte elle va dire bah, écoute, on a remplacé nos 50 programmeurs par une IA. Et tu dis ouais, ouais, moi une IA, j'ai aussi 50 programmeurs, tu vois. Donc, tu as ce modèle nouveau où, justement, si tu es un groupe de 2 programmeurs avec un designer et quelqu'un qui fait commerce ou même qui fait produit, tu as tout à fait la même capacité, en fait, de créer qu'une grosse boîte
Et même plus, en fait, parce que vu que ça T'as moins sort de... d'entropie, t'as moins de bruit. Et puis, tu as moins d'étapes couches, intermédiaires. Tu bien vois, sûr. si tu dis le manager, il va virer tout le monde et c'est lui qui va faire le produit, bah écoute, il est manager, il est pas. Tu vois, il va avoir du mal. Parce que si tu pousses le truc tout au bout, à la fin, ça va être Musk et Altman avec leur grosse pile de GPU et puis ils en font quoi après? Tu vois, J'avais une question par rapport à... Je reviens un peu dans le passé par rapport à ce que tu disais, mais tu disais que tu écrivais plus que tu ne codais actuellement et que ta présentation, la première présentation, elle parlait d'un changement de paradigme. Un changement de paradigme en tant que tel, c'est super fort comme propos. Euh, Est-ce que ça t'a coûté, toi, d'accepter que l'IA puisse faire un code d'aussi bonne qualité? Je vais pas dire meilleur que toi parce qu'on ne sait pas, chacun fonctionne à sa façon, mais est-ce que ça a eu un coût? Est-ce que tu as dû accepter? Est-ce qu'aujourd'hui, toi qui contribues beaucoup dans cet univers, euh, il y a eu des changements, enfin, les gens consomment différemment ce que tu proposes? bah justement, j'en parle. Je ne sais pas si j'en parle dans mon workshop au AI Engineer, mais pour quelques workshops qui suivaient, bah, écoute en permanence. Hein, cette remise en question, non seulement ça a été une fois, mais en fait, ça a été, surtout au début, ça a été très, très, très déstabilisant de se rendre compte que, bah, écoute, ce que je faisais en 2 heures, je peux le faire en 5 minutes maintenant. Et puis la prochaine étape, c'était ce que je pouvais faire en une journée, je peux le faire en 10 minutes maintenant, mais avec une. Tu vois, parfois, ça me prenait bah, une journée aussi. De passer à, écoute, oui, ça permet de remplacer mon boilerplate ou de générer des trucs qui sont plus ou moins corrects que je peux ensuite modifier à, oh, ça crée des fichiers entiers qui sont en fait qui sont corrects, à une étape, ça crée des fichiers entiers qui sont en fait mieux que ce que j'aurais fait moi, ce qui était genre l'année dernière, jusqu'à passer à, bah, ça fait des prototypes de pages web entiers qui sont 3000 fois mieux que ce que j'aurais jamais fait. Ah, avec les agents, en fait, de là, vraiment me rendre compte que il y avait une étape aussi où je me suis rendu compte, ah oui, ce truc-là, les LLM, ils savent mieux architecter que ce que je fais. Ils sont meilleurs en architecture que ce que moi je faisais, alors que c'était vraiment mon truc, hein. Donc cette remise en question, elle est permanente et puis elle est pas très facile, hein, je pense. Et même pour moi, elle est pas très facile, alors que toute ma vie, j'ai essayé un peu de toujours pousser, de toujours faire des choses dans lesquelles je suis pas vraiment très confortable, hein. Et là, bah, écoute, je me demande vraiment les gens qui ont rejeté ça, par exemple, qui n'ont pas fait, tu vois, cette montée entre guillemets, en douceur, quand ils vont se retrouver bah, avec les agents, confronter un agent tel qu'il est maintenant, qui vraiment, tu vois, déjà GPT-4, je me disais, bah, écoute, je préférerais avoir GPT-4 que n'importe quel de mes collègues avec lesquels j'ai travaillé dans le passé. Non pas parce que ce n'étaient pas des collègues brillants qui peuvent faire des trucs fantastiques, mais c'est que si j'ai vraiment le choix, je préfère avoir cet outil qu'un collègue, en fait. Et là, maintenant, c'est vraiment comparer ça à non seulement une équipe entière, mais avec. Enfin, là, les agents de programmation sont vraiment. Ça me déstabilise plus au niveau émotionnel, tu vois. Quand je parlais avec Pierre la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, on a eu une discussion assez longue. En fait, c'est qu'est-ce qui se passe avec le logiciel maintenant que ces choses-là euh, sont tellement bonnes. Et Ouais, effectivement, c'est une discussion qui aurait pu nous faire tous les deux sombrer dans la drogue et l'alcool, je pense. bah, j'ai passé pas mal de temps justement à voir où est le positif dans tout ça, tu vois, parce que c'est quand même très très positif au final d'humaniser le logiciel. Mais effectivement, c'est ouais, déstabilisant. Et le nombre de changements de paradigme, en fait, a été assez grand, en fait. Mais le fait que le changement de paradigme dont- duquel je parlais il y a 2 ans, en fait, c'est complètement oublié maintenant. Enfin, c'était le truc, ah oui, tu peux faire de l'assembleur maintenant sur un nouveau type de machine. En Euh, fait, on risque d'avoir, moi je pense à ça, pour reprendre Thomas, ce que tu disais, c'était que le programmeur là qui, depuis 3 ans, admettons, c'est vraiment pas intéressé à l'IA, l'a rejeté en bloc, et je suis pas en train de juger, hein, juste, je prends juste ce contexte-là. Je pense à un moment donné où il va du coup s'extérioriser et prendre de plein fouet en fait
l'exponentielle du progrès qu'il y a eu entre il y a 3 ans et maintenant, je pense que ça pourrait lui faire à peu près la même chose que l'agriculteur avec son cheval de trait et son truc pour labourer à la main, et un tracteur avec GPS qui se conduit tout seul et qui laboure ton champ. Ouais, ou des drones. Je pense, ou des drones. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'en 3 ans, il va y avoir un taux de stupéfaction et de sidération pour les gens qui sont restés un petit peu en dehors de ça, par volonté ou contre leur gré, et qui va être aussi importante que 2 siècles de progrès technologique, en fait, pour ce métier-là. Et c'est déjà là, en fait. C'est ça le truc. C'est pas, je fais pas des prédictions hypothétiques. Non, c'est là, ouais. C'est que quand j'ai pris l'avion pour aller à San Francisco, j'ai créé 3 logiciels que je voulais toujours créer dans l'avion, en mettant un film. Et en fait, 2 des logiciels, j'ai même pas eu le temps en fait de les regarder parce que le premier, je l'utilise tellement qu'il m'a fallu l'apprendre. Et pendant que j'étais dans l'avion, je me disais pourquoi t'en ouvres pas un 4e, tiens, pour faire un 4e projet que tu voulais toujours faire. C'est juste en fait ta limite cognitive qui t'a bloqué. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, c'est passionnant. On a coutume d'avoir 2 choses. On a une question pour toi de notre précédent invité. Thomas, tu veux la poser peut-être ? Ouais. Alors, la question, c'est tout simplement est-ce que OpenAI va crasher ou pas ? Et ça a été posé par Jean-Louis Thédigné. Et c'est une large question. Et en fait, on n'a pas trop parlé de OpenAI en tant que tel. Mais est-ce que tu as un avis là-dessus ? C'est pas un domaine dans lequel je m'y connais forcément. Ce qu'on peut voir très très fortement, c'est que OpenAI commence à être une boîte de produits en fait, alors qu'ils étaient vraiment un labo de recherche au départ. Alors que là, maintenant, ils ont vraiment beaucoup de produits. Ils ont une app iPhone, ils ont le nouvel Apple, quoi. Des trucs de recherche. Mais par contre, il y a beaucoup de boîtes qui font ça, tu vois. Donc, Mistral, Google, Anthropic, ils créent tous un peu le même produit, en fait. Ce qui, à mon avis, est bien. Tu vois qu'il y a vraiment une sorte de rationalisation. Il y a c'est tout à fait possible qu'il y ait 4 boîtes qui se fassent concurrence au jour le jour, qui restent à ce niveau très très mainstream, on a des millions d'utilisateurs, on a des designers qui puissent créer un produit qui plaise à 5 millions d'utilisateurs. Après, est-ce que ça vaut leur valuation ? Ça, j'ai aucune idée. Tout ce qui est au niveau en fait, politique internationale aussi, avec leur lancement, avec tout ce qui est les États des Émirats. C'était les Émirats ou c'était le Qatar ? Enfin, je ne sais plus. Gros deal de 500 milliards. Ah oui, qu'ils ont mis du chat GPT pour toute la population, je crois. Non seulement ça, mais ils ont Stargate, c'est aux États-Unis en fait. C'est aux États-Unis le projet Stargate. Ouais, tu vois, j'y connais pas grand-chose, mais il y a tout un côté géopolitique avec la Chine, avec les. On a vu avec DeepSeek la panique complète quand les États-Unis se rendent compte qu'ils sont pas les seuls au monde. C'est toujours assez rigolo à voir. Et est-ce que tu as une question, toi, pour le prochain invité, du coup ? Mais du coup, j'y ai pas du tout pensé, tiens. On ne sait pas qui ça pourrait être. Allez, quel est le futur justement de tout ce qui est métier d'information, donc non seulement programmeur, mais tout ce qui est... quel est l'avenir des cols blancs, en fait, de l'ensemble de tous les métiers qui composent les cols blancs, c'est ça ? Voilà, ouais. La petite en question. fait, ils sont un peu au même... Pour eux, les agents, j'en ai pas parlé, mais je pense que les agents, ça marche très très bien pour tout ce qui est... s'il y a un changement drastique au niveau de la structure des compagnies, enfin des boîtes, ce qui va se passer, en fait, c'est tous ces métiers col blanc intermédiaires. On va faire des meetings avec les managers. Où est-ce que ça va ? Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là qui, à 45 ans, n'ont peut-être pas l'agilité de se remettre en question et de changer complètement de boulot. Et changer pourquoi aussi ? Ouais. Et à mon avis, vu qu'en fait, on y est déjà, il n'y a aucune structure sociétale vraiment qui est en place pour, en Europe, peut-être un peu plus, tu vois, parce qu'au moins vous avez le chômage,
vous avez quelques syndicats, mais aux États-Unis, il n'y a vraiment rien qui a été préparé à ce niveau-là. Et c'est déjà assez dystopique ici, de toute façon. Je me demande vraiment ce qui va se passer. Voilà, c'est ça ma question. Qu'est-ce qui va se passer? Puis peut-être que dans un mois, tout a changé de nouveau. Eh bien, écoute, topissime. Moi, j'adore ces discussions et ton analyse et ton point de vue sur tout ça. Je rappelle que tu es senior AI engineer, donc sur la côte Est aux États-Unis. Ouais, je préfère toujours software developer. Software developer, on garde ça alors, mais qui code beaucoup avec les LLM et avec l'IA. Et qu'on propose des workshops IA pour lesquels tu proposes ton accompagnement pour les entreprises pour qu'elles y voient plus clair. Thomas, dernier mot? Non, merci beaucoup. Très, très instructif. Merci beaucoup, Manuel. Écoute, merci. Merci beaucoup, à vous deux. À bientôt. À bientôt.